Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui des filles étrangères au Japon. Parce que ce soit Tev, Louis ou moi-même, on vous donne souvent notre point de vue, nos anecdotes de vie au Japon. Mais on n'a pas souvent l'occasion d'avoir l'avis des filles qui vivent ici et qui, elles, pour le coup, vivent le Japon d'une manière totalement différente. Étant confrontées au jour le jour à des choses que nous, on ne voit pas, voire on ne s'imagine même pas. J'ai donc invité aujourd'hui Jelly, ma sœur, qui habite au Japon depuis 8 ans maintenant, ainsi que Fanny, que vous connaissez bien, qui habite maintenant à Tokyo depuis 4 ans. Et je les ai laissées elles-mêmes choisir les différents thèmes sur lesquels elles souhaitaient s'exprimer. Et croyez-moi que elles avaient des choses à dire. Clairement. Sur ce, écoutez, je vous laisse vous installer confortablement avec votre petit café des familles. Aujourd'hui, on parle des problèmes des filles étrangères au Japon. C'est parti. Yeah, no, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket, yeah. La sécurité. Alors pour commencer, on va partir sur un des bons points du Japon, la sécurité. Parce qu'encore une fois, même si ça a été dit, redit et re-redit, le fait qu'on se sente bien, qu'on se sente en sécurité au Japon, c'est un fait. Et n'importe qui est déjà venu au Japon, ne serait-ce qu'en voyage, peut l'attester. Mais du coup, je vous vois arriver, mais Mitsu, ça fait déjà des dizaines et des dizaines de fois que tu nous en parles. À quoi ça sert d'en reparler? Vous allez voir que même au Japon, au final, c'est pas forcément tout rose. Et nos deux invités d'aujourd'hui, elles ont pas mal de choses à nous dire. Mais tout d'abord, voyons déjà voir ce qu'elles pensent de la sécurité au Japon. La sécurité au Japon, c'est sûrement le point le plus facile. Je veux dire, j'habitais à Villeneuve, pour ceux qui connaissent pas, c'est un quartier à Grenoble, et c'est pas du tout la sécurité. C'est le truc qui m'a saoulé le plus, et c'est sûrement le truc qui m'a le plus motivée à venir au Japon en fait. En France, je me souviens que j'en pouvais plus, je voulais plus sortir dehors parce que c'était insupportable en fait. T'étais sur tes gardes tout le temps et tu devais faire gaffe aux mecs que tu croisais. C'était vraiment une pression constante. Quand je suis arrivée au Japon, ça a complètement changé, ça n'existe pas ça ici. Tout le monde le disait en fait que le Japon c'est safe et tout ça. Et en arrivant au Japon, c'était le cas. C'était exactement ce qu'on m'avait dit en fait. J'ai même fait des tests des fois. Il y a deux mecs qui m'ont parlé dans la rue, ils me draguaient, mais ils étaient super gentils. Et à un moment donné, il y a la télé, parce que tu sais, à Shibuya, il y a toujours la télé et tout ça. Ils sont venus, ils m'ont demandé si je pouvais répondre à des questions et tout. J'avais des bagages en fait, parce que j'étais à Tokyo que pour une semaine. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai dit aux deux gars, est-ce que vous pouvez regarder mes affaires? Et je suis partie. Et pendant que je tournais la vidéo avec la télé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Putain, c'est bon, je suis sur mes affaires, elles sont plus là. J'y suis retournée et les deux gars, ils étaient là avec mes affaires, ils attendaient. Et, on n'a même pas échangé le numéro de téléphone, on a même pas... Je veux dire, c'était vraiment... Ah ouais, il y a ce genre de truc, ça m'est arrivé plein de fois. Des fois, j'étais rentrée, j'étais peut-être en mini-jupe, peut-être talons ou maquillage et tout ça, aucun problème quoi. Donc ok, effectivement, on peut voir que pour Jelly et Fanny, le côté assez safe du Japon, il a l'air de plutôt se vérifier. D'ailleurs, plusieurs études ont été faites, études desquelles il ressort que la plupart des filles qui vivent au Japon, elles disent quand même majoritairement se sentir en sécurité la plupart du temps. La plupart du temps. Ça veut donc dire que c'est pas tout le temps. C'est pas 100% safe. Une fois, j'étais dans la rue tranquillement en train de parler avec mes amis. Et t'as un groupe de japonais qui passe du coup à côté de nous. Et il y a un mec qui passe comme ça et qui me caresse le... et qui s'en va comme si de rien n'était. C'était tellement fait discrètement, il y a personne qui a capté. Et du coup, j'ai mis longtemps en fait à process ce qui était en train de se passer, enfin ce qui venait de se passer. J'ai dit à mes amis, il vient de se passer un truc là, ça va pas, il y a un mec qui vient de me toucher et tout, faut qu'on aille le chercher. Ils ont réussi à le choper et j'étais un peu déçue en fait de ce qui s'est passé parce que moi je voulais aller à la police forcément. Mes amis ils m'ont expliqué, ils m'ont dit écoute, c'est un peu compliqué d'aller à la police, tu comprends, là il fait des études de rugby et tout, c'était très dur de rentrer dans son école. Et si jamais il a un casier à la police, il va être viré et tout, donc vaut mieux pas y aller. Et du coup on n'y est pas allé. J'ai pas vraiment eu le soutien que je voulais de mes amis à ce moment-là. Donc oui, effectivement, on peut voir que des agressions dans ce style-là, ça peut bel et bien arriver, même au Japon. Alors Fanny, elle m'a quand même précisé que ce type d'agression, ça lui est arrivé quasiment exclusivement le soir, dans des quartiers comme Shibuya ou Shinjuku, qui sont des quartiers où il y a souvent des jeunes qui se retrouvent pour faire la fête, pour boire jusqu'à pas d'heure, dans les bars izakaya ou même dehors, devant les combini. Et donc qui dit alcool dit que le risque d'agression de ce type-là, c'est un petit peu plus fréquent, donc voilà, il faut tout de même faire attention. Mais il existe un autre type d'agression sexuelle qui lui pour le coup ne se passe pas du tout le soir, c'est même plus souvent la journée, souvent dans des endroits très bondés, très exigus comme les transports en commun par exemple, et ça c'est ce qu'on appelle le chikan. Il s'agit la plupart du temps d'hommes qui profitent du fait que tout le monde soit voilà un petit peu serré dans les transports en commun pour se coller aux jeunes filles et avoir les mains baladeuses, pour dire ça gentiment. Il faut bien comprendre que le chikan au Japon c'est pas quelque chose de rare, et c'est d'ailleurs pris très au sérieux par les autorités. On compte pas moins de plusieurs centaines de cas chaque année, à savoir que selon certains sondages, il y a à peine plus de 10% des
cas d'agression qui sont réellement reportés par les victimes à la police. Ce qui laisse penser en réalité à plusieurs milliers de cas d'agression chaque année. Et donc voilà, pour en revenir à notre vidéo, la question qu'on peut se poser logiquement, c'est est-ce que les filles étrangères au Japon, elles aussi, elles sont touchées ou non par ce type d'agression? Oui. Vas-y, Pour moi, chicane, c'est vraiment dans le train. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une agression dans le train. Je sais pas comment, alors que je prends le train pratiquement tous les jours. Avant de venir au Japon, en fait, je comprenais pas pourquoi les japonaises, elles disaient rien ou elles se plaignaient pas et tout. Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai compris que déjà d'une, t'es pas sûre. T'as pas envie d'accuser quelqu'un, tu vois, t'as pas envie de... Ça serait encore pire. Et après, même quand tu commences à être sûre, il faut savoir aussi que les gars qui font ça, je pense ils ont l'habitude de faire ça. Et moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais pas sûre. Et j'ai été sûre juste avant que les portes s'ouvrent, parce que juste avant que les portes s'ouvrent, ils y vont vraiment, tu vois. Et ensuite, ils se barrent. Soit ils touchent avec la main, des fois ils se frottent. Donc tu sens complètement qu'ils t'aiment bien. Par contre, ça m'est déjà arrivé qu'on essaye de prendre en photo en dessous de ma jupe. Il y avait un mec, un salaryman, tu vois, qui était dans le rayon. Et ma sœur, elle restait sur ses gardes quand même. Moi, j'ai rien capté. Mais en fait, le gars, il s'est baissé juste à côté de nous. Et il a passé son téléphone en scred comme ça. Il y a un flic qui passait dans le rayon. Du coup, on l'a arrêté, on lui a expliqué. Il a juste dit ah oui, ça arrive de temps en temps. Ben, faites attention à vous. Encore une fois, c'est tout quoi, pas de suite. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un double chicane. What? C'était tellement surréaliste que je savais pas en fait. Déjà, je savais pas à qui je devais le dire en premier. Enfin, je savais pas en fait parce que j'en avais un devant et j'en avais un derrière en fait. Il y en avait un qui me touchait les fesses et l'autre qui essayait de me toucher l'entrejambe. Alors, le coup du double chicane, je vous avoue, je m'y attendais pas. Et donc oui, on peut voir qu'effectivement, même au Japon, malheureusement on peut tomber sur des personnes comme ça malfamées avec de mauvaises intentions, et donc c'est pour ça qu'il faut tout de même rester sur ses gardes. Mais attention, un petit disclaimer, ça signifie pas pour autant qu'il faut avoir peur de venir au Japon, pas du tout. Encore une fois, le pays est un des pays les plus sûrs au monde, donc vous pouvez venir vraiment sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Ici le but c'est surtout de faire de la prévention et de mettre le doigt sur certains cas d'agression, sans pour autant en faire une généralité. Malgré tout, malgré le fait que j'ai vécu pas mal d'agressions ici, je trouve quand même qu'on est plus en sécurité au Japon qu'en France, clairement. Même si c'est pas 100% safe, pour moi c'est pas comparable quand même à la France, tu vois. Ça se peut qu'il y ait des agressions, mais c'est rare, ça reste rare quand même. Et c'est la raison pour laquelle je reste aussi. Je voudrais plus maintenant vivre dans un pays qui est pas aussi safe que le Japon, quoi. Le domaine médical. Bon alors là on rentre vraiment dans du lourd parce qu'en ce qui concerne le domaine médical pour les filles au Japon, croyez-moi il y a des choses à dire. Vraiment. Mais je laisse tout d'abord la parole à Fanny qui va nous parler des Fujinka, qui sont donc les gynécologues au Japon. C'est assez particulier, hein, c'est grave différent de ce que moi j'ai vécu en France. Déjà, moi en France, tous mes gynécos c'était des femmes. Moi j'ai dû voir, depuis que je suis arrivée, peut-être 4 ou 5 gynécos et c'était que des hommes, vraiment. C'est un peu chiant de pas avoir le choix, parce que moi je suis quand même plus à l'aise quand c'est une femme. Alors effectivement, c'est vrai qu'au Japon, dans la plupart des hôpitaux ou des cliniques spécialisées en gynécologie, les médecins c'est souvent des hommes. Et si t'as pas la chance d'habiter près d'une des rares cliniques où il y a une médecin gynécologue, soit tu dois traverser toute la ville à chaque fois que tu vas chez le gynéco, soit tu prends ce qu'il y a près de chez toi, mais du coup t'as pas le choix, c'est des hommes. Mais quelque chose qui est tout aussi surprenant, et même moi en tant que mec, la première fois qu'on m'en a parlé, et la première fois que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai été assez surpris, c'est la méthode de consultation. Quand tu vas chez le gynéco en France, généralement tu te mets nu ou à moitié nu, t'enlèves que le bas, et il y a le gynéco qui arrive, il y a pas de souci, il t'ausculte, tout ça quoi. Au Japon c'est différent, c'est trop bizarre, parce que c'est un siège qui est automatisé. En fait t'arrives dans une petite pièce où il y a un rideau, tu t'assois sur le siège et le siège se met à bouger, il te place à moitié sous le rideau, et ensuite t'as le gynéco qui arrive de l'autre côté du rideau, donc il voit plus ton visage, en fait il voit que le bas qui est nu du coup, pour pas que tu sois gêné, apparemment. Mais c'est trop bizarre, c'est grave gênant en fait, parce que tu vois pas ce qui se passe. Enfin, moi ça me stresse en tout cas. Bon alors moi je suis pas une fille, donc je peux pas trop me mettre à leur place, mais c'est vrai que avoir juste la moitié du corps d'un côté du rideau et pas voir ce que le médecin il fait pendant qu'il fait son taf là, je serais pas trop rassuré, je serais un petit peu perplexe quand même. Mais à part ça, je me dis que c'est fou quand même de voir à quel point le Japon, ils développent des technologies de ouf pour certains trucs, genre là leur siège qui bouge tout seul typiquement, mais à côté de ça ils sont totalement à la ramasse au niveau administratif par exemple, où t'as toujours 10 000 papiers à remplir là dès que tu veux faire la moindre démarche. Non mais genre si vous arrivez à construire des putains de robots, faites des putains de serveurs pour qu'on n'ait pas à remplir 10 000 papiers et choper des crampes à chaque fois qu'on fait une visite médicale. Genre tu sors à peine de l'hôpital, il faut déjà que tu retournes pour une tendinite au poignet.
Oh! Enfin bon, parlons d'un autre point qui est tout aussi gênant hein, au Japon au niveau médical, et vous allez voir c'est vraiment chaud, c'est en ce qui concerne la contraception. Au niveau de la contraception, c'est la catastrophe. C'est pas connu. Enfin, je dirais, il y a pas grand monde qui connaît les différentes méthodes de contraception. C'est quand même bizarre pour moi que les gens Enfin, il y a plein de gens qui connaissent pas le stérilet, qui connaissent pas l'implant, ne serait-ce que le préservatif féminin, par exemple, aussi. Il y a plein de choses comme ça qu'ils connaissent pas. Il y a des gens qui pensent encore un peu que la pilule, c'est un truc... de filles faciles, on va dire. Et puis surtout du fait qu'il n'y ait pas toute cette offre de contraception, ça veut dire que les femmes ici peuvent pas avoir la contraception qui leur va. Alors ça c'est totalement vrai, hein, et même moi en tant que mec, j'ai été ultra choqué de voir à quel point les Japonais, au niveau de la contraception, ah mais ils y connaissent rien du tout. Et il y a plusieurs causes hein, en réalité à ce manque de connaissances des Japonais. La première étant qu'il n'y a quasiment pas d'éducation sexuelle pour les jeunes au Japon. La plupart ils sont donc pas conscients des différents moyens qui s'offrent à eux en matière de contraception ou de prévention. Et c'est pour ça qu'une grande partie des Japonaises, encore aujourd'hui, n'utilisent aucun de ces moyens. La pilule étant encore mal vue par beaucoup de gens comme l'expliquait Jelly, ils doivent donc compter uniquement sur leur partenaire pour utiliser un préservatif. Ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs. Ça a jamais été aussi difficile pour moi dans ma vie. Et pourtant, c'était pas forcément trop facile en France non plus, mais ça a jamais été aussi difficile dans ma vie de faire porter un préservatif à un mec. Qu'au Japon, ouais. Qu'est-ce que tu fais après? Je veux dire, si non seulement t'as pas accès à la contraception, mais qu'en plus de ça, les mecs ils veulent pas porter de préservatif. Encore une fois, bah là je plus sois les propos de Jelly. Parce que c'est vrai que beaucoup de gars japonais que j'ai rencontrés jusque maintenant, malgré le fait que bah encore une fois ils y connaissent rien en matière de contraception, ils disent souvent que bah ils aiment pas la capote et ils préfèrent prendre le risque et ah ça va, ça ira. Ce qui n'est clairement pas la chose à faire, soyons clairs. À tous les gars qui regardent ma vidéo, mettez des capotes, s'il vous plaît. Et là normalement certaines et certains d'entre vous me diront quid des autres méthodes, genre le stérilet par exemple. Bah là aussi, c'est pas Jojo. Moi j'ai un stérilet. En France, c'est le stérilet est gratuit, la pose est gratuite. Et au Japon, ça m'aurait coûté 800 €. Si c'était pour des symptômes, des douleurs ou quoi, il y avait peut-être moyen que ce soit un peu remboursé et tout. Mais si c'était juste pour pas avoir d'enfant, ça allait me coûter cher. Moi, quand je suis arrivée au Japon, j'avais un stérilet. J'avais fait exprès de mettre un stérilet en France parce que je savais que c'était une galère pas possible au Japon, que ça coûtait cher et tout. Au bout de 3 ans, j'ai eu envie de l'enlever. J'ai vu que si on voulait l'enlever chez le gynécologue, ça coûtait à peu près 400 €, je crois. Juste pour enlever un stérilet, ça coûte 400 €. 800 balles pour le mettre et 400 balles pour le retirer. Et je comprends que ça attire pas plus que ça les japonaises. Et apparemment la raison ce serait que c'est tellement peu utilisé par les japonaises que c'est une opération un peu spéciale hein, pour les médecins qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et du coup c'est très cher. Et sauf que moi tout ce que je vois là c'est un bon gros serpent qui se mord la queue. Si c'est cher les filles en veulent pas, si les filles en veulent pas bah y en a pas beaucoup, s'il y en a pas beaucoup du coup les médecins le font pas souvent et du coup c'est cher, et etc etc. Enfin c'est dingue quand même je trouve à notre époque d'être autant en retard sur ce genre de choses dans un pays riche et développé comme le Japon. D'ailleurs bon ok les moyens de contraception on a vu hein c'est pas ouf. Mais comment ça se passe si une jeune fille elle a par exemple besoin de prendre la pilule du lendemain? La pilule du lendemain c'est chiant parce qu'il faut la payer, ça coûte super cher, environ 8 000 yens je crois. Il faut que tu prennes rendez-vous chez le gynéco, il faut que tu expliques pourquoi t'as besoin de la pilule du lendemain, ce qui s'est passé, etc. Ensuite, le gynéco, il te donne une ordonnance médicale et ensuite, tu peux acheter ta pilule à 80 balles. C'est très chiant. Je comprends d'autant plus pas qu'une naissance, ça coûte 3 000 €, un avortement, ça coûte 1 000 €. Je sais pas si à notre époque, maintenant, on peut avorter sans le père. J'ai entendu dire quand même qu'il fallait l'accord du père pour pouvoir avorter. Pour moi, là-dessus, on est quand même beaucoup plus avancé en France et beaucoup plus accompagné. Ouais. 80 balles la pilule. Ça fait mal. Et comme l'a dit Fanny, hein, c'est vrai qu'au Japon, pour aller t'acheter une pilule, ça devient vite un vrai parcours du combattant. Là où en France, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai dû une fois aller en chercher, et c'était ultra rapide, hein, tu vas à la pharmacie, tu demandes, paf, c'est fini. Donc c'est ouf quand même qu'au Japon, ce soit pas plus simple d'aller en chercher une. Surtout que souvent, quand on a besoin, bah, t'as plutôt tendance à vouloir te dépêcher. Hein. Donc ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment pas ouf. Enfin voilà, pour conclure sur ce point-là, c'est vrai que le Japon, il a encore beaucoup d'efforts à faire en ce qui concerne le domaine médical pour les femmes. Mais je tiens tout de même à préciser que ça, c'est un point qui est de plus en plus mis en avant par différentes militantes au Japon, qui essayent de faire bouger les choses en organisant des sessions d'éducation sexuelle pour les jeunes et en faisant pression sur les gens au pouvoir au Japon. Le traitement des femmes. Je trouve qu'on le sent pas autant que ça dans la vie de tous les jours. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de réflexion, de
comportement trop sexiste, on le ressent moins frontalement. J'ai l'impression que les femmes, on est très infantilisées ici. Même par exemple, tu vois, quand j'ai subi les agressions dont je te parlais tout à l'heure, le policier, il a rien trouvé mieux que de me dire faites attention à vous, et c'est tout quoi. Je trouve que c'est aussi beaucoup moins mal intentionné. Il y a beaucoup de gens qui ont ça dans la tête en fait. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Et en fait, même des fois quand tu parles avec eux, ça arrive des fois qu'ils disent ah ouais c'est vrai, c'est bizarre et tout, tu vois. Mais c'est juste qu'ils y pensent pas en fait, je pense. Pareil, mes amis qui étaient allés voir le gars qui m'avait agressé aussi, pareil, ils m'ont dit bah c'est pas toi qui prends la décision, en fait c'est nous qui prenons la décision pour toi. J'ai l'impression que souvent on prend des décisions à notre place. Ça c'est chiant. Moi quand je suis arrivée au Japon, on m'a demandé si je voulais me marier avec un japonais. J'ai dit oui. Deuxième question qu'on me posait après ça, c'est est-ce que tu baises? Voilà. est-ce que tu sais cuisiner? J'étais ben je sais pas, non. Et ils m'ont dit ah mais t'auras du mal à trouver un mari japonais si tu sais pas cuisiner. Je veux pas un enfant, je veux un mari. Alors oui, c'est vrai que le Japon, encore aujourd'hui malheureusement, il est connu pour être assez vieux jeu en ce qui concerne les concepts d'égalité homme-femme par exemple. Il y a encore pas mal par exemple cette image de l'homme qui va travailler pour nourrir la famille et la femme qui reste à la maison pour élever des enfants. Et même si ça peut paraître choquant pour nous occidentaux qui sommes habitués maintenant à avoir des combats antisexistes pour l'égalité homme-femme, faut comprendre que ce retard du côté japonais, il peut s'expliquer par le contexte historique du Japon. Alors, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, sinon elle ferait facilement une demi-heure de plus, mais dites-moi si ça vous intéresserait que je développe un petit peu le propos de pourquoi le Japon il est souvent en retard sur certains concepts sociaux comme ceux-là, et si je vois que ça a l'air de vous plaire, je développerai peut-être un de ces quatre en vidéo. Par contre, comme l'a souligné Jelly tout à l'heure, il s'agit pas la plupart du temps de sexisme malsain, dans le sens où les Japonais ils se rendent pas forcément compte de tout ça. C'est-à-dire que eux ils ont été élevés dans un pays où tout le monde pensait un peu comme ça, et il s'agit pas pour eux, consciemment en tout cas, d'essayer de rabaisser la femme par exemple. C'est même souvent l'inverse, on assiste souvent à une espèce de forme d'idolâtrie des femmes de la part des hommes japonais, ce qui amène, vous imaginez, à des situations assez paradoxales. Mais encore une fois, il faut tout de même souligner le fait que même s'il est encore très en retard sur ce genre de concept, le Japon évolue de manière assez positive. L'ouverture sur le monde qu'a permis Internet fait qu'on voit de plus en plus de gens, de la jeune génération en particulier, qui ouvrent les yeux face à ça et font activement bouger les choses. Ce qui fait qu'il est de plus en plus courant d'entendre parler de la part des Japonais de féminisme, de sexisme, d'égalité homme-femme, là où ces thèmes n'étaient pas du tout abordés par les Japonais il y a encore quelques années. Enfin voilà, tout ça pour dire que oui, c'est lent, mais ça avance. Et du coup, pour en revenir au sujet de la vidéo, parce que je parle, c'est un petit peu long, comment ça se passe du coup pour les femmes étrangères au Japon? Est-ce que ce côté encore un peu patriarcal du Japon, c'est vraiment dur à vivre au jour le jour? En tant que fille étrangère, je pense que oui. Je pense qu'on a quand même aussi cette image de fille qui couche un peu à droite à gauche et tout. Qui est le cas de certaines personnes et pas le cas d'autres personnes. Même si j'ai entendu dire qu'apparemment les Françaises, on est quand même pas mal dans le genre. Je pense que moi je suis beaucoup moins impactée justement parce que je suis étrangère et que du coup j'ai grandi dans une société où j'accepte pas ce genre de choses. Je trouve que je suis assez à l'abri de ça, grâce à l'éducation que j'ai eue. Ces remarques-là, moi je les subis pas comme peut-être pourraient subir certaines japonaises, je pense. J'ai envie de dire, c'est pas aussi dur à vivre que ça. Alors forcément, dès qu'on parle d'inégalité homme-femme, un des premiers sujets qui revient sur la table, forcément, c'est celui du travail. C'est pour ça que j'avais très envie d'avoir l'avis de Jelly et Fanny sur le sujet, à savoir que Fanny, elle, travaillant à ICI Japon avec des Français, c'est un petit peu particulier, mais Jelly, elle, pour le coup, elle travaille bien dans une entreprise japonaise avec des Japonais. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est comment ça se passe dans une entreprise japonaise quand t'es étrangère? Est-ce qu'on est vraiment comme dans Stupeur et Tremblement? Bizarrement là-dessus par contre, autant je sais qu'il y a du sexisme et tout ça, autant moi ça va. J'ai pas l'impression que mon opinion compte moins par exemple, j'ai pas l'impression qu'on me prend pas au sérieux quand je parle. Mais par contre, je sais aussi que moi je suis dans des entreprises qui travaillent beaucoup avec l'étranger, donc c'est pas forcément représentatif de toutes les entreprises japonaises. Il faut savoir que t'as deux voix quand t'es une femme au Japon. Soit t'as la voix de je travaille un peu mais après t'as des enfants et du coup tu fais ta famille et tout, soit t'as une carrière. Là où je le ressens, que je suis une fille, on attend quand même de toi une présentation. Make-up, les vêtements, les cheveux et tout ça. C'est un truc que moi je refuse de faire. Je le fais au début pour être embauchée. Une fois que t'as ta famille, que t'as eu tes enfants et tout, c'est quand même très compliqué de rebondir et de pouvoir retravailler dans une entreprise après. Bah moi ils me disent rien parce que je pense qu'ils savent qu'ils peuvent pas me dire ça à moi, parce que là pour le coup c'est le bon point à être une étrangère au Japon, c'est que quand t'es une étrangère il y a des choses ils vont pas te le dire à toi. Ouais, on me fait pas de réflexion quand je suis pas maquillée, alors que j'ai déjà vu des réflexions sur les autres. On me fait plus de gentilles réflexions. Moi je pense que c'est assez différent dans le sens où je travaille à ICI Japon, donc c'est quand même une entreprise qui est pas comme toutes les entreprises japonaises, c'est très différent. Déjà tu vois la boss, c'est une femme, c'est Akiko qui gère Candy-san et tout, qui a 3 enfants. Donc vraiment eux ils font pas partie de la norme, heureusement pour moi. Il y a 10 ans, quand je parlais à des japonaises et que je leur demandais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elles me répondaient travailler. Pour elles ma question c'était est-ce que tu veux travailler ou est-ce que tu veux être femme au foyer, tu vois. Alors
Comme l'a précisé Jelly, c'est vrai qu'elle travaille dans une entreprise qui a l'habitude de collaborer avec des étrangers, ce qui peut expliquer qu'ils soient plus ouverts d'esprit que certaines entreprises un peu plus vieillottes. Mais il n'empêche que j'ai trouvé ça super intéressant, le fait que l'on pardonne, que l'on autorise plus facilement à dégager une certaine chose, et je pense que ça participe aussi un peu à l'ouverture d'esprit des Japonais ces dernières années. Ce qu'ils pardonnent à des gaijins aujourd'hui, ils le pardonneront à des Japonaises demain. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, les consciences évoluent. Parce que de ce que j'ai pu en voir, ce côté très ouvert d'esprit, on le voit de plus en plus tout de même au Japon, ne serait-ce que dans les startups ou dans les petites entreprises. Et même si ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour les grosses entreprises, il n'empêche que ça reste un bon début. Je pense que être une femme, c'est pas forcément un atout dans le milieu du travail. Par contre, être une étrangère, c'est un atout, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je sais que je passe au travers de pas mal de choses parce que je suis étrangère. Les relations avec les Japonais. Bon alors là, typiquement on est sur un sujet un petit peu croustillant, hein, les relations avec des Japonais. Ça typiquement c'est un des sujets que j'entends le plus souvent revenir de la part des filles étrangères au Japon, que ce soit les relations de couple ou les relations amicales d'ailleurs. Il y a pas mal de choses tout de même qui sont assez différentes avec la France, et ça peut surprendre, voire être un peu gênant même parfois. Mais dans un premier temps, voyons voir ce que Jelly a à nous dire sur les couples au Japon. Je comprends pas les couples ici. On a sûrement pas du tout la même vision de ce que c'est qu'un couple. Partager des choses ensemble, de discuter, vraiment c'est un truc que j'ai pas beaucoup vécu ici et que je vois pas non plus dans les couples autour de moi. À chaque fois que je vais quelque part avec Neki, on me dit Nakagai. On est mariés, je veux dire c'est mon mari, je me suis mariée avec lui parce qu'on s'entend bien, tu vois. Mais pour eux c'est surprenant, ce qui prouve quand même que la majorité des gens qu'ils ont autour d'eux, ils ont pas des couples qui vont faire des trucs ensemble et qui s'entendent bien. Et ça, pour moi, c'est assez aberrant. Mais à notre époque, je vois quand même beaucoup de jeunes couples qui font des trucs ensemble quand même. On avait déjà évoqué dans une ancienne vidéo le fait que les couples japonais, ils avaient tendance à faire très peu l'amour, etc. Mais c'est vrai que d'une manière plus globale, souvent les couples japonais, surtout après qu'ils se soient mariés, on remarque qu'ils partagent pas grand chose. Souvent le mari lui sort avec ses potes, la femme elle sort avec ses copines, mais eux ils sortent pas souvent ensemble. Et ça c'est vrai que ça peut pas mal surprendre au premier abord. Par contre, comme l'a précisé Jelly, c'est vrai qu'on voit que c'est de moins en moins le cas, surtout chez les jeunes couples par exemple, ceux qui poussent à croire que les choses évoluent aussi de ce côté-là. Sinon aussi, autre chose qui peut être un petit peu gênant quand tu ne sais pas, c'est en ce qui concerne les relations amicales homme-femme au Japon. C'est plus difficile d'être ami avec un mec ici. J'ai commencé à avoir des amis mecs depuis que je suis mariée, et avant ça, j'ai toujours eu cette impression qu'il y a un truc, C'est un truc qui a été un peu bizarre au début, parce que moi, vraiment, des fois, j'allais voir des mecs parce que je les aimais bien. Et j'ai tellement d'amis qui m'ont dit, fais gaffe, c'est un déto. Et je comprenais pas, parce que pour moi, non, c'est pas un déto. Ah! Le fameux date caché, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ici, mais même du côté des garçons japonais, qui encore une fois sont un petit peu candides à ce niveau-là, mais j'ai souvent entendu de la part de potes qu'ils avaient passé l'après-midi avec une fille en pensant que c'était un date, alors que pas du tout. Voilà, dans tous les cas, si jamais ça vous arrive, mettez les choses au clair dès le départ, au moins il n'y a pas de problème. Ensuite, autre chose, autre sujet, parce que les relations au Japon, il y a beaucoup de choses à dire. Alors celui-là, je vous avoue, j'en avais jamais entendu parler jusque maintenant, mais là en ce moment, j'entends vraiment souvent. C'est en ce qui concerne les filles étrangères mariées à des Japonais. J'ai des copines qui sont mariées ou qui sont en couple avec des Japonais, et ça a l'air horrible. En fait, ce qu'elles me disent en général, c'est que quand elles ont rencontré leur mec, il était parfait. Il avait un travail, il gagnait bien sa vie, c'était une personne active, etc. À partir du moment où ils se sont mariés, qu'ils ont emménagé ensemble, c'est devenu une loque, le mec. C'est devenu un enfant qui fait pas le ménage, qui fait pas à manger, et limite même qui arrête de travailler, tu vois. Mais je sais pas si c'est parce que c'est des Japonais et qu'elles sont étrangères, je sais pas si ça a vraiment un rapport. Et moi je suis bien contente de plus être avec des Japonais. Alors, je vous avoue quand même que j'ai pas mal de contre-exemples, autour de moi, ne serait-ce que Jelly et Neki par exemple, ce qui fait que voilà, on peut dire sans trop de problème que c'est pas une généralité, mais c'est vrai que ces derniers temps, mine de rien, j'entends beaucoup d'histoires comme celle-là, ce qui fait que je sais pas trop quoi en penser. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y a des femmes qui sont mariées à des Japonais, n'hésitez pas à nous partager un peu vos expériences. Est-ce que pour vous ça se passe plutôt bien, plutôt mal? Et du coup voilà, pour terminer sur ce chapitre-là, j'ai quand même demandé à mes deux invités quels étaient pour elles les bons points et les mauvais points d'être en couple avec un Japonais. Je trouve quand même qu'en règle générale, ils sont plus doux. Et puis ce que je disais tout à l'heure, moins arrogants. Ils font moins comme s'ils connaissaient mieux que moi. Ils essayent moins de m'apprendre des choses. Les bons points d'être avec un Japonais, je vois rien. Je vois rien de mieux. Ouais. Je dirais problème de communication. C'est le manque de communication. Dans le couple, en tout cas, c'est ça, ouais. En fait, on pouvait pas vraiment exprimer ce qu'on ressentait. Avec toi, on parle beaucoup déjà de tout ce qu'on ressent et tout. Et il n'y a pas de tabou par rapport à ça. On se dit je t'aime, tout ça. Alors qu'avec des Japonais, en fait, tu le dis pas, ça. Leur façon de dire je t'aime, c'était jamais par la voix orale, mais plutôt par les gestes, le fait de faire à manger, tout ça. Pression sur le physique. On
On arrive donc sur le dernier point et j'aimerais donc revenir sur la pression sur le physique, sur l'image du corps que peuvent avoir certains japonais à l'encontre des femmes et donc des femmes étrangères au Japon. Et là aussi vous allez voir que la différence culturelle, on la sent bien fort. C'est très mitigé. Autant il y a des choses sur lesquelles ils sont en admiration. Quand je disais qu'on n'est pas les mêmes types d'humains, je dirais, ils le disent littéralement. On a dit ningen janai. Autant il y a des choses qu'on m'a dit ici qu'on m'aurait jamais dit en France, par exemple de perdre des fesses. Et quand même, hein, moi en France, j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient est-ce que ça va, est-ce que tu manges bien. Ils s'inquiétaient parce qu'ils pensaient que j'étais anorexique et tout. Et même corps, hein, mais au Japon, il y a un mec qui voulait sortir avec moi. Je lui ai dit que je voulais faire du sport pour le chant parce que je me suis dit c'était mieux pour ma voix et tout ça. Et lui il me dit ouais. Je fais bah pourquoi. Il me dit bah tes fesses quand même. Je fais what? De quoi tu me parles, mon gars? J'ai eu beaucoup de réflexions sur mon poids, de personnes qui me disaient que je serais mieux si je perdais des kilos, quoi. En sachant qu'à l'époque, je faisais déjà 10 kilos de moins que maintenant. Alors ça, après le fameux Hanagatakai, hein, le fait qu'il soit totalement en admiration sur le fait qu'on ait un grand nez selon eux, c'est certainement le truc que j'ai le plus entendu concernant les filles au Japon. Et ça s'explique hein, déjà par le fait que la morphologie des filles japonaises, elle est très différente de celle des filles étrangères. Beaucoup de japonaises sont très fines, avec très peu de silhouettes, ce qui fait que pour beaucoup de japonais, inconsciemment, l'image qu'ils ont des filles, c'est celle-là. Ce qui fait aussi que du coup ici, une fille qui a des fesses, souvent c'est une fille qui est peut-être un petit peu plus enrobée que la moyenne. Et donc parfois il y a certains japonais qui vont avoir tendance à associer plus de fesses avec surpoids. Même si c'est complètement con, comme le cas de Jelly et Fanny par exemple. Et d'ailleurs je vous avoue, je trouve ça vachement intéressant de voir les différences culturelles aussi à ce niveau-là. Parce que là où de notre côté, les hommes ils ont plutôt tendance la plupart du temps à apprécier les filles avec des formes, on voit qu'au Japon, c'est le total contraire. Même si encore une fois ça s'explique par les différences de morphologie entre les japonaises et les étrangères. Comme quoi on est d'accord que la beauté et les tendances, c'est totalement subjectif. Et du coup la question qu'on peut se poser c'est cette différence de morphologie là. Est-ce que ça pose pas des problèmes dans la vie de tous les jours? Genre pour trouver des produits, des vêtements. Typiquement pour les cheveux, t'as que des produits qui sont adaptés aux cheveux asiatiques. Les produits pour la peau, que des trucs méga gras. Du coup maintenant je mets plus de crème en fait parce que sinon, il faut que j'achète à l'étranger et ça coûte super cher. Galère à trouver des vêtements, en effet. C'est-à-dire que je rentre au niveau des jambes parce que j'avais les jambes fines, mais au niveau des fesses, ça marche pas. Par exemple, si tu veux acheter une robe dans un magasin uniquement japonais, en fait, c'est impossible parce que moi, toutes les robes, elles me vont au-dessus du cul, pratiquement. C'est toujours trop court parce que les japonaises, elles sont plus petites. Les chaussures, si t'es une grande française, non, les chaussures, tu vas pas trouver de chaussures à ta taille ou alors que des moches. Si, c'est trop bizarre à leur façon de mesurer ta S, M, L. Moi, je crois que je rentre limite dans les LL. Moi, j'achète pas mes sous-vêtements au Japon, par exemple. Tous les sous-vêtements sont rembourrés, même les maillots de bain. Surtout aussi le design. Moi, j'ai jamais pu m'habituer au design japonais. Il y a beaucoup de design très avec des fleurs, des froufrous, des trucs comme ça. Alors que nous, je pense qu'on est vraiment beaucoup plus dentelle ou enfin, on est plus dans des vêtements qui font sous-vêtements, des sous-vêtements qui font sous-vêtements. C'est qu'elles, leurs sous-vêtements, je trouve, ils font maillot de bain un peu. Les soutiens-gorge japonais, on n'y pense même pas. Hein. Par exemple, du D en France, ça fait du G au Japon. Quoi. Et d'ailleurs tout ça c'est aussi vrai pour les hommes, hein. Je sais que moi je galère toujours autant à trouver des fringues à ma taille, ou surtout des chaussures. Moi je fais du 48, et dites-vous qu'ici ça s'arrête souvent en 44-45. Enfin voilà, tout ça pour dire que oui, c'est souvent une vraie galère, surtout quand tu viens d'arriver au Japon en fait. Parce qu'au bout d'un moment tu finis par t'habituer aux produits d'ici, tu sais quel shampoing, quelle crème il faut utiliser, dans quel magasin tu peux ou non trouver des vêtements qui te vont. Et en plus de ça on vit à une super époque où maintenant tout est trouvable sur internet, donc voilà, y a pas de problème, tu peux t'acheter des trucs. Mais, et vous m'excuserez de cette question, mais la question que je me pose moi, et c'est en rapport avec le dernier Dinomitsu que j'ai sorti, c'est comment ça se passe pour les filles en ce qui concerne l'épilation. Parce qu'on a bien vu que du côté des japonaises, c'est pas quelque chose de très démocratisé, mais du coup comment ça se passe pour les filles étrangères si elles ont envie de se faire épiler? En France c'est vrai que nous on va facilement chez l'esthéticienne parce que ça coûte pas cher, c'est rapide. Ici au Japon non, il y a quand même beaucoup de filles qui s'épilent pas. Si tu veux trouver une esthéticienne qui te fait le maillot, c'est super compliqué. Et moi j'y suis jamais allée. Toutes les expériences que j'ai entendues des autres personnes, c'était le cauchemar quoi. Se retrouver avec des brûlures et tout. On m'a proposé une fois, je suis allée dans un Donki et on m'a dit on a de la wax pour hommes. Et on m'a dit mais ça c'est pas pour les femmes. En fait j'ai eu envie d'en acheter parce que je me suis dit de la wax pour hommes, mais pourquoi pour hommes? C'est des poils. Je me rappelle de la fois où je voulais du talc mais je savais pas comment dire. Et en plus c'est stressant parce que moi je cherchais du talc pour m'épiler le maillot tu vois. Donc si je voulais demander il fallait que j'explique tout le truc tu vois. Et la meuf elle est partie me chercher un truc. Elle m'a ramené une poudre avec des paillettes. C'est très joli, mais je crois pas que c'est ce que je veux. Alors, le coup de la poudre à paillettes, je m'y attendais pas. Enfin, tout ça pour vous dire à quel point au Japon, ce genre de choses là, c'est pas du tout démocratisé.
Donc pour terminer sur ce point-là, je dirais que oui, le fait que la morphologie des femmes japonaises soit différente, ça amène à ce que les standards en matière de produits esthétiques ou vêtements soient également différents, et c'est quelque chose auquel il faut être préparé avant de venir au Japon. Ce qui fait qu'on arrive doucement sur la fin de cette vidéo, mais avant de terminer, en guise de conclusion, j'ai quand même pensé à demander à Jelly et Fanny quels étaient pour elles le bon point et le mauvais point en ce qui concerne être une fille étrangère au Japon. Bah, le bon point, la sécurité, non? Le premier bon point, c'est la sécurité. Pas avoir la pression évident, je pense. quand tu sors dans la rue. Mais moi, il m'est arrivé des trucs aussi, Ouais. mais en effet, ça surpasse Ouais. pas ce que Parce ce que qui c'est m'arrive pas en France. des choses qui arrivent tous les jours. C'est pas assez courant pour que ce soit un problème comme c'est en France. En fait. Ouais. C'est chaud. Moi, qu'est-ce qui me fait chier au Japon? La contraception, pour le coup. Ah, la Pour moi, ça, c'est contraception, ouais. vraiment C'est un vrai. gros problème, je trouve, ici. La sexualité, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais vraiment, ils y connaissent rien. Ouais, c'est chaud. Ils sont vraiment pas éduqués sexuellement. Ça fait peur, hein, des fois. C'est... Ils sont juste, ils viennent, ils se lâchent, et puis voilà. Mais c'est un peu sérieux quand je disais il n'y a pas d'échange, c'est pas forcément que de la conversation, mais même dans, Ouais. dans ce genre de choses-là aussi, il Ouais. n'y a pas d'échange, quoi. Et c'est super triste. C'est... Ouais. C'est super triste en vrai. Ils Je- s'intéressent ça- pas en fait au plaisir de la femme, tout Ouais. ça. Ils ont un but, et puis après, c'est Ouais, bon, c'est quoi. ça. c'est- Où il faut que toi, tu vois, tu saches le faire. Bah, du coup, ce serait... enfin, moi, j'allais dire soit la sexualité, soit la contraception. Mais... Ouais. J'ai envie de dire. Sexualité, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, ok, ça tire à balles réelles. Eh bien écoutez, pour conclure cette vidéo, je dirais que oui, partir vivre à l'étranger dans un pays avec une culture aussi différente que la nôtre comme le Japon, c'est pas toujours facile, ça demande un immense effort d'intégration, et ça peut même parfois être dur à vivre, surtout en ce qui concerne des sujets comme l'égalité homme-femme ou la contraception. Sujets sur lesquels venir au Japon peut ressembler à un véritable retour dans le passé, tellement il est en retard sur ces choses-là, comparé à la France par exemple. Mais malgré tout, on voit une réelle évolution positive du Japon. En ce moment plus que jamais, avec une jeune génération qui ouvre de plus en plus les yeux sur toutes ces choses, ce qui amène à penser que d'ici quelques années, certains des problèmes cités dans cette vidéo n'en seront peut-être plus. Et sur ce, écoutez, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, cette vidéo qui était peut-être un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y en a certaines qui vivent ou qui ont vécu au Japon, bah n'hésitez surtout pas à nous partager un petit peu votre expérience, à nous dire si vous êtes d'accord ou non sur les différents points qu'on a cités, à en débattre, dans la gentillesse et la bienveillance bien sûr, et voilà, ça permettra d'apporter un petit peu au témoignage de Jelly et de Fanny. Sinon, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la partager, c'est très important de partager les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est toujours pas fait. Et écoutez, nous dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, écoutez, c'était Fanny, Jelly et Mitsu. On vous fait de gros bisous.